moi, je vais parler de l'étape d'avant, de la préhabilitation, et comme vous allez voir, mes résultats sont, enfin, ce qu'on va vous présenter, c'est beaucoup moins enthousiasmant, en tout cas dans l'état d'avancement. Donc, comme ça a été très bien dit par Thérèse juste avant, la chirurgie, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quelle que soit la technique qu'on prend, ça reste une épreuve pour les patients. Ça reste une épreuve, et cette épreuve, il va falloir la passer. Il y a une ligne d'arrivée qui est comment je m'en sors de cette épreuve. Cette épreuve, elle est proportionnelle, comme ça a été dit, à l'importance du stress, et cette importance du stress est liée à la gravité ou à l'importance majeure ou mineure ou intermédiaire de la chirurgie. Et lorsque nous, on prend en charge des patientes, eh bien, en fait, on a des patientes qui ne posent aucun problème. Ce sont des championnes. Et donc, à la limite, à part d'être un très mauvais chirurgien ou un très mauvais anesthésiste, globalement, quoi qu'on fasse, tout se passera bien. Et puis, vous avez une autre population qui est un peu plus fréquente, qui est des gens qui s'entraînent, des gens qui sont en bonne condition physique, des gens qui ne sont pas dénutris. Et ces gens-là, vous savez que si vous faites les choses correctement, ils vont énormément bénéficier de la mise en place de programmes RAC et de préparation préopératoire, mais globalement, il ne va pas y avoir de soucis. Notre souci, c'est ça. C'est cette personne-là. D'après j'ai trouvé cette photo, donc c'est une mamie de 92 ans qui participait à un marathon. L'article que j'ai retrouvé ne disait pas si elle avait passé la ligne d'arrivée. Et c'est ça le problème, c'est comment faire pour que cette patiente de 92 ans puisse bénéficier et subir une chirurgie et la subir dans les meilleures conditions. D'où le concept de préhabilitation, parce que ce qui correspond, et si on continue l'analogie avec l'épreuve sportive, eh bien c'est que si vous ne préparez pas un marathon ou un semi-marathon, vous ne passez pas le premier kilomètre. Donc il faut se préparer. Et donc l'hypothèse de la préhabilitation, c'est que si j'améliore en préopératoire mes capacités fonctionnelles, théoriquement, je devrais avoir une récupération qui est plus rapide, plus facile et dans des meilleures conditions, et je devrais même réduire mon taux de complications post-opératoire. Donc des programmes de préhabilitation ont été conçus. Ils sont basés sur 4 paramètres principaux et un 5e qui est accessoire en fonction de la chirurgie. Le premier paramètre, c'est je vais augmenter mes capacités fonctionnelles en faisant faire des exercices physiques à mes patients. Je vais leur apporter des protéines pour accompagner l'augmentation de la masse musculaire nécessaire à subir le stress chirurgical. Je vais associer à ça une prise en charge psychologique. Je vais dépister et corriger toute carence nutritionnelle, puisque nous savons tous que quelqu'un qui est dénutri a plus de chances de faire des complications post-opératoires. Et enfin, je vais faire, suivant le type de chirurgie, en gynécologie par exemple, un renforcement de la musculature périnéale pour que la rééducation et la récupération soient plus faciles après. Donc par rapport à un programme RAC, le programme RAC par rapport à un programme conventionnel qui est ici une prise en charge conventionnelle qui est représentée par la ligne rouge, eh bien le programme RAC va, comme ça a été dit avant, réduire l'impact du stress chirurgical, accompagner le patient pour qu'il récupère plus facilement et plus rapidement ses capacités fonctionnelles et psychologiques et physiques post-opératoires. Et mon programme de préhabilitation que je vais rajouter va faire quoi? Eh bien, dans la période préopératoire, je vais utiliser ce temps pour augmenter mes capacités fonctionnelles de mes patients en leur faisant faire des exercices, en corrigeant les carences. Comme ça a été dit précédemment également, prendre en charge une anémie préopératoire pour réduire, les amener le jour de la chirurgie dans les meilleures conditions possibles et ainsi réduire le taux de complications et faciliter le retour à l'autonomie. Alors, ce concept, il n'est pas issu simplement d'une pensée XY. Il y a le pendant de Kellett de la RAC sur la préhabilitation. En fait, c'est M. Holder, qui était un physiologiste, un pneumologue physiologiste anglais, et qui doit toujours être vivant, mais qui ne travaille plus, et qui a constaté, donc vous voyez, c'est en 1993, il a constaté, il faisait des mesures de la VO2 max de ses patients préopératoires, et il a constaté que la morbidité et la mortalité étaient corrélées à cette valeur de VO2 max, et qu'il y avait alors c'est le seuil d'anaérobie, c'est une des valeurs qu'on mesure, et vous voyez qu'il y avait une sorte de chiffre magique, c'est ce qui est représenté sur le graphe. Quand vous aviez une des capacités, une VO2 max qui était supérieure, disons, avec un seuil d'anaérobie supérieur à 11 millilitres, eh bien, quand vous aviez cette valeur au-dessus, la probabilité de décéder ou d'avoir des complications graves était réduite.
Une étude plus récente, je vous ai mis ça en exemple, c'est pour des cystectomies. Et donc pareil, on constate que non seulement la morbidité et la mortalité est réduite, mais que même la gravité de la complication, si on prend l'échelle de Clavien, on se rend compte que les patients qui ont eu des complications graves avaient en préopératoire des capacités fonctionnelles qui étaient plus basses que ceux qui n'ont pas eu des complications graves. Donc de ce concept est née l'idée qu'il fallait augmenter la masse musculaire des gens et leur permettre d'avoir des capacités fonctionnelles plus élevées, qu'on peut mesurer beaucoup plus facilement que par la VO2, simplement en faisant un test à la marche pendant 6 minutes. Et si les patients marchent plus de 400 mètres pendant 6 minutes, globalement, vous pouvez considérer qu'ils ont des bonnes capacités fonctionnelles pour une chirurgie. La revue de la littérature, malheureusement, est moins enthousiasmante, puisqu'en fait, on ne retrouve pas d'études sur la chirurgie gynéco, que les études, malgré qu'intuitivement on a l'impression que c'est quelque chose qui peut être efficace, pour l'instant on a très peu d'études qui ont montré un bénéfice de la préhabilitation avec les exercices physiques sur la qualité du post-opératoire, excepté une ou deux études qui ont montré que chez les patients à haut risque, il y avait véritablement un bénéfice à améliorer leur capacité fonctionnelle en préopératoire. Donc, en l'absence de données aujourd'hui, on ne peut pas formuler de conclusion sur l'utilisation d'une préhabilitation physique avant une chirurgie pour une pathologie gynécologique. Comme je vous l'ai dit, un des autres aspects des programmes de préhabilitation, c'est la correction des carences nutritionnelles. Là, je vais m'appuyer sur les recommandations qu'on avait formulées à l'époque dans le cadre du travail fait avec l'INCa. Et donc, la littérature est abondante. C'est ça le paradoxe. La littérature est extrêmement abondante pour dire que dénutrition égale complications post-opératoires, récurrence plus rapide des cancers, moins bonne prise en charge, plus de décès. La littérature, il y en a plein, et ça, dans la gynécologie, mais aussi bien dans la chirurgie digestive, dans tout type de chirurgie. Et paradoxalement, aucune étude, ou très peu d'études en chirurgie digestive. Et en chirurgie gynécologie, aucune étude n'a évalué quel était l'impact de renutrir des patients préopératoires sur les suites post-opératoires. Donc, il est clair qu'il faut rechercher systématiquement les signes, les stigmates d'une dénutrition, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut toujours pas apporter de réponse sur l'intérêt de corriger ces carences nutritionnelles en préopératoire. Un des autres aspects, c'était la préparation psychologique et mentale, l'information des patientes. On a déjà bien insisté dans le topo précédent sur l'information des patientes, de mettre les gens au centre de leurs soins. C'est eux qui sont acteurs, c'est eux qui guérissent, c'est pas nous. Eh bien, même constat, aujourd'hui, il n'y a pas d'étude qui a véritablement évalué, parce qu'en fait, sous le terme générique de préparation psychologique, on se rend compte déjà qu'on couvre un très vaste... Les méthodologies sont totalement différentes. C'est extrêmement difficile de pouvoir clarifier les choses et que, de ce fait, les résultats sont contradictoires d'une étude à l'autre. Et donc, en l'absence de données, aujourd'hui, on ne peut pas proposer de stratégie spécifique de préparation psychologique en préopératoire. On a voulu insister sur les patientes fragiles et âgées. Et donc... ce qui est clair, c'est que, comme je vous l'ai dit initialement, plus un patient est fragile, plus il va bénéficier d'une préparation physique. Ce n'est pas les champions, quelque part. Vous n'allez pas améliorer leur capacité fonctionnelle en préopératoire. Par contre, le patient âgé, pendant 15 jours, 3 semaines, 4 semaines de préparation physique, vous allez obtenir une amélioration de ses capacités fonctionnelles. Donc il y a un rationnel qui est fort. Bien sûr, préparer physiquement les gens, c'est pas je le vois le lundi en consultation d'anesthésie pour l'opérer le jeudi suivant. Ça veut dire qu'il faut prendre son temps, il faut se donner un délai. Et globalement, quand on interroge la communauté chirurgicale, les gens sont prêts à retarder le geste si c'est bien expliqué et si on y voit vraiment les bénéfices. Mais malheureusement, aujourd'hui, le niveau de preuve reste limité, bien que lorsqu'on reprend la littérature, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un reconditionnement physique chez les patients les plus âgés, les plus déconditionnés, on semble avoir un bénéfice. Et une étude, même sur de la chirurgie générale, qui a été publiée il y a quelques années, qui a montré que simplement quand vous aviez identifié votre patient fragile, le simple fait de se mettre autour d'une table, de discuter, chirurgien, anesthésiste, patient, entourage du patient, nutritionniste, etc., très peu de choses, eh bien, vous redivisiez par 3 à 4 la mortalité à 6 mois. Donc, le simple fait
de prendre conscience que le patient est fragile et que donc il faut le traiter comme un patient fragile avec toute l'attention qu'il mérite, eh bien, sans changer l'indication chirurgicale, puisque dans l'étude en question, l'indication chirurgicale n'avait pas été changée dans 95% des cas, eh bien, simplement le fait de prendre conscience de cette typologie de patient permet de réduire la morbidité et la mortalité. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas tirer de conclusion sur la stratégie de prévention préopératoire des patients âgés, bien qu'intuitivement, on a l'impression que ça peut vraiment être bénéfique. En conclusion, finalement, donc intuitivement, c'est extrêmement séduisant. On se dit, si je prépare mieux mon patient, ma patiente, eh bien, elle va faire moins de complications post-opératoires. En pratique, on a deux cas. Soit le problème est identifié, c'est la dénutrition, mais aujourd'hui, on n'a aucune étude qui nous permet de conclure si ça permet d'avoir un impact, d'avoir des mesures correctrices en préopératoire. Et si le problème est suspecté, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, on n'a aucune étude avec un niveau de preuve important en gynécologie, et je vous dirais même dans les autres spécialités chirurgicales. Je vous remercie.